PC, ainsi de suite, et le CP qui entre en catégorie D. Mais j'ai dit B. B. Bon, maintenant, pour améliorer, il y en a qui entrent comme ça après, ils peuvent améliorer au fur et à mesure. Vous connaissez comment ça se passe sur une évolution de carrière au niveau de la fonction publique. Oui. C'est ce que je voulais poser comme question. En fait, je voulais savoir si c'est que l'ancien peut amener un programme à changer de catégorie. Oui. Oui. Mais beaucoup plus les diplômes, n'est-ce pas? Et les ça. Générique, quand on leur donne, que ceux-là qui sont recrutés. Décisionnaire, en réalité, ce n'est pas dans sa forme normale, parce qu'un décisionnaire ne signe pas le concours. PC. Sur la base de 8e catégorie. Mais les Bac plus 2, c'est-à-dire ceux qui ont BTS et autres, n'est-ce pas? Recrutés effectivement comme concret, comme agent de mécanicien, mais ils ont les ils sont à la 10e catégorie. Et là, maintenant, à partir de la 10e catégorie, c'est-à-dire que quand on a une licence, n'est-ce pas? Là, on entre maintenant en cadre contractuel d'administration. On peut entrer en 11e catégorie comme docteur, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que la fonction publique est hiérarchisée. Et on a également le personnel auxiliaire à tous les niveaux, n'est-ce pas? Vous avez par exemple, on vous dit que les chefs traditionnels, par exemple, pas un cas, hein, parmi tant d'autres, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Bien qu'en ce moment, ils perçoivent un salaire régulier, comme les agents de l'État, comme les fonctionnaires, mais ils sont considérés comme les auxiliaires de l'administration. Il y a aussi des agents temporaires. Et vous devez également comprendre que la fonction publique a opté depuis un temps, parce qu'en principe, quand on parle de contractuels ici, les contractuels peuvent être recrutés au travers de deux types de contrats. Un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, n'est-ce pas? Mais la fonction publique a opté généralement pour un statut qui est semblable à celui des fonctionnaires, donc un contrat à durée indéterminée. Et c'est un peu comme ça que ce personnel est organisé. Et il y a également le personnel de l'administration locale, notamment qu'on forme au niveau de la NASLA. Donc, vous avez entendu parler de la NASLA? Donc, c'est effectivement cette école d'administration qui forme ce personnel, comme l'ENAM. Vous savez ça? Oui, c'est comme l'ENAM. Ah, la NASLA, c'est à Bouya. C'est comme l'ENAM. Même chose. Il y a même aussi, à côté, bon, mais là, ce n'est pas au niveau des fonctionnaires de l'administration locale. On a aussi des écoles telles que les NAP, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Bon, mais ça, c'est au niveau de l'administration centrale, des fonctionnaires de l'État. Mais ceux de l'administration locale, ils ont déjà leur centre. Et nous parlons hier des agents de la police municipale. Et en principe, c'est vers là où ils doivent être formés pour qu'ils soient efficaces. Et je vous ai dit que ce n'est pas une question de gros bras, mais c'est une question de la tête, des connaissances, de l'intellect qui doit jouer. Et les gros bras ne peuvent juste être là pour accompagner ce type d'action. Donc, en principe, on avait donné, à un certain moment, je pense, 6 mois aux différentes communes, en fait, aux chefs, les exécutifs communaux, n'est-ce pas, d'amener leurs agents à se recycler ou alors à se faire former. Bon, c'est un dossier que nous suivons aussi. Donc, nous avons donc, voilà le personnel donc, à tous les niveaux qui, effectivement, exerce les missions de service public. Il y a aussi une petite catégorie des temporaires, n'est-ce pas? Donc, les temporaires, c'est-à-dire ce personnel qui est un personnel saisonnier.
Donc, c'est aussi une petite catégorie qu'on voit au niveau de la fonction publique. Bon, ça, oui. Une question, oui. Oui. Vous pouvez parler des fonctionnaires parlementaires. Oui. Il demande, n'est-ce pas, si les fonctionnaires de l'administration parlementaire ont. C'est la fonction publique qui s'applique à. On se comprend? À partir du moment où l'État a de vous recruter comme fonctionnaire de l'administration parlementaire. Bon, mais la. Ça ne vous concerne pas. Non, ça. Mais ça vous concerne. Avec vous. Vous comprenez un peu bien? En principe, on crée au sein de la fonction publique, n'est-ce pas? Encore. Avec aussi un statut. Créé. Et ils sont régis comme des amis. De l'État, comment peut-on les différencier? Non, pas de responsabilité. Peuvent se faire dans des conditions précises. Eux sont recrutés très souvent sur études de. Vous comprenez bien? On ne recrute pas beaucoup, ne sont pas. Une camerounaise qui a été adoptée depuis quelque temps, n'est-ce pas? Où on contractualise les institutions. Vous comprenez un peu bien? Mais en principe, les instituteurs devraient être recrutés comme des fonctionnaires. Parce qu'au départ, ils ont fait un concours d'entrée dans une école. Mais maintenant, puisque l'État n'a plus assez de moyens pour recruter tout le personnel des écoles, on procède par certaines. Bon. Par certaines pratiques. Oui. Oui. Les instituteurs, oui. Oui, justement, parce qu'ils ont présenté le concours, justement, ils devraient. Mais il y a d'autres formations, justement, étatiques qui présentent le concours, mais à la fin, justement, qui ne sont pas intégrés. Et puis, il n'y a même pas de mesure vraiment qu'ils ont fait par rapport. Non, au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les choses évoluent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut fréquenter. Vous comprenez un peu bien? Il faut fréquenter, se faire former. Les choses peuvent changer demain ou après-demain. Vaut mieux que vous ayez vos diplômes dans les poches et vos certificats, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et attendre que vos recrutements soient. Et de ne rien avoir. Et vivre dans une illusion de je ne sais un messie qui viendrait vous sauver. Oui? Monsieur, j'ai encore une préoccupation. Oui, madame. La personne doit nous profiter. Je ne sais pas si c'est ça, oui. Oui. L'ESTI conforme les journalistes, Oui. on forme les publicitaires, on forme des éditorialistes, on forme des archivistes, etc. Oui. Mais quand on présente le concours en fait d'intégration de la fonction publique, on va marquer la journaliste et même le taux en fait est tellement resserré, tellement réduit, on oublie toutes les autres filières. Que fait-on de ces filières qu'on a formées? Bon, madame veut savoir effectivement que
comment est-ce que ça se passe avec ceux qui sont recrutés au niveau de l'ESTIC. Là-bas, on recrute les archivistes, les journalistes, les documentalistes et tout le monde. Et qu'à la fin, il n'y a qu'une petite minorité qui est... Bon, il y a une autre petite pratique, n'est-ce pas, camerounaise. Vous savez, c'est des pratiques conjoncturelles. Vous comprenez bien? On se comprend? C'est des pratiques, je dis, conjoncturelles. C'est-à-dire que ça dépend de la conjoncture économique. Vous comprenez bien? Parce qu'en principe, le vœu de l'État, c'est de recruter tout le personnel qu'il forme. Ça, c'est le vœu de l'État. Bon, maintenant, au niveau conjoncturel, qu'est-ce qu'on fait? En principe, on ne devait pas faire un concours et un autre concours. On ne devait pas avoir un concours et un concours d'intégration. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, maintenant, pour être un peu plus sélectif, on procède donc à des concours d'intégration qui permettent à l'État de recruter le nombre, n'est-ce pas, par rapport aux postes de travail qui ont été identifiés au sein de l'administration. On se comprend très bien. Ce n'est pas que ceux qui sortent là ne vont pas travailler. Les archivistes, les journalistes, il y a des sociétés où ils travaillent. Les journalistes, il y a des médias privés, ainsi de suite. Mais monsieur, on retrouve ces journalistes dans les cellules de communication dans les ministères. Pourtant, il y a une nuance entre le journaliste et le publicitaire. Le journaliste est quelqu'un qui va chercher l'information, qui le traite et qui le met à la disposition du peuple. Autant le publicitaire, celui qui élabore les stratégies de communication et qui est le mieux placé dans une cellule comme dans un ministère. Pourquoi cette cassure? Mais, madame, il faut que vous compreniez bien quelque chose. Les cellules de communication des ministères, n'est-ce pas? Par principe, je dis bien par principe, elles sont dirigées par les journalistes. Il faut que vous le sachiez. Ça ne souffre de rien, par principe. Que ce soit dans les départements ministériels, que ce soit même à la présidence où je suis, n'est-ce pas? C'est les journalistes. On se comprend? Non, non, ce n'est pas une mauvaise pratique. C'est dans votre tête que ça se dessine ainsi. Vous comprenez bien? Non, laissez la formation. Le problème n'est pas au niveau de la formation. Vous comprenez bien? Le problème, c'est au niveau de comment l'État structure ces choses. C'est l'État qui ouvre toutes ces différentes filières. Pourquoi? C'est l'État qui ouvre pour les publicitaires, pour les documentalistes, pour les journalistes, et ainsi de suite. C'est l'État qui ouvre. Mais, oui. Si on me dit que, par exemple, c'est dans le sens que la filière du journalisme est la plus ancienne, je l'accepte, mais dire que c'est donc, je comprends un peu. Vous savez, les pratiques ne reposent pas souvent sur des règles fixes. Il faut qu'on se comprenne. Non, il faut que vous compreniez. Hein. Il y en a ici qui m'ont dit qu'ils voyagent, n'est-ce pas? Et le voyage, ce n'est pas, bon, concrètement à certaines classes, n'est-ce pas? Le voyage, ce n'est pas quelque chose de. Vous pouvez dire ça quand là, ce n'est pas un luxe, n'est-ce pas? Ça peut arriver à tout le monde, même le pêcheur du village peut voyager, aller en Europe. Vous voyez un peu? Quand vous voyagez, vous partez de ce côté-là, vous voyez comment ça se passe. Il y a aussi des pratiques là-bas qui d'une certaine manière, sont décriées aussi. Vous voyez? Mais si on vous parle de la pratique aux États-Unis, la pratique aux États-Unis est très grave. En matière, par exemple, du personnel de la présidence de la Maison-Blanche. Mais c'est une pratique terrible. Je vais vous prendre un cas. L'ancien président qui vient, Donald Trump, qui prend fonction le 20 janvier de l'année dernière, n'est-ce pas? Quand il vient, avant qu'il vienne, le personnel de l'ancien président fait quoi? Chacun peut dire, malheureusement, vous voyez? Mais c'est contraire à la politique de la continuité du service public que nous, on a évoqué ici. Donc, chaque président vient avec son personnel. Vous voyez un peu? C'est un peu délicat. Et les deux, si votre orientation ne cadre pas avec la vision du chef d'État, il vous demande soit de démissionner, ou alors en fait, il va vous contraindre d'une manière ou d'une autre à sortir. Vous comprenez un peu bien. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Mais c'est les pratiques aux États-Unis. Et je veux pas un cas clair. Peut-être que c'est un cas un peu
qui n'est pas assez publié, qui n'est pas assez connu. Je prends par exemple le cas des fonctionnaires homosexuels. C'est le recrutement qui leur a été réservé? Oui, il faut que vous sachiez, oui, les faits d'amour, tous les étrangers, par exemple, les étrangers, l'actuel président n'en a pas besoin. Il les a liquidés. Ouais, un peu. C'est vrai qu'au niveau idéologique, je partage son avis, n'est-ce pas? Non, au niveau idéologique, je partage son avis. Mais maintenant, l'effet que ça va produire, c'est autre chose. Bon, et les hauts diplomates qui sont des homos et autres, ils ont été contraints. Parce qu'ils ne veulent pas faire avec vous. Ça, vous comprenez bien. Ça, c'est une pratique là-bas. Que chaque président se choisit ses gens. Ouais. Je vous dis, allez voyager dans les pays, vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des pratiques. Partout, il y a des pratiques qui, en réalité, ne reposent pas sur des normes, n'est-ce pas? Mais qui dépendent. Par exemple, vous allez voir en France. On va vous dire en France, il y a tel que l'extrême gauche, l'extrême droite, il y a environnementaliste, centriste. Ce que vous devez comprendre, c'est que chacune de ces idéologies, n'est-ce pas, a un impact sur la structuration de l'État. Notamment la gestion du personnel. Il faut que vous le compreniez très bien. Bon, maintenant, vous allez dire qu'au Cameroun, bon, la pratique, pourquoi les journalistes et pas les publicitaires ici? C'est une pratique. C'est une pratique. Et elle est généralement admise. Vous verrez difficilement, ou presque pas, un publicitaire est un chef d'un truc de communication, d'une cellule de communication dans un ministère. Je me trompe? Vous verrez très difficilement cela. La plupart de ceux-là sont dans les... La plupart des... Oui. C'est ça le truc en réalité. Et maintenant, quand vous formez dans les écoles, on ne vous forme pas dans les écoles forcément pour que vous soyez fonctionnaires. Il y a des multiples administrations, des organismes et autres, n'est-ce pas, qui peuvent recruter. Bon, maintenant, l'État ne recrute sur la base des postes qui ont été clairement identifiés. On se comprend un peu bien? Voilà, donc ne soyez pas frustrés de ça, mais c'est ce qui se passe en réalité. Oui, c'est une question de conjoncture. Ce n'est pas parce qu'on aime la terre de tel, on n'aime pas celle de tel autre. Non. C'est une question conjoncturelle. On se comprend? Donc, j'ai bien voulu que, avant d'introduire la session 2, qu'on essaie effectivement de voir le personnel de l'État. Oui? Donc, concernant les administrateurs locaux, vous avez évoqué le cas de la NASLA, qui sont formés à la NASLA. Il avait été dit qu'ils seront pris en charge par la fonction publique locale. Mais vu que la fonction publique locale n'est pas encore opérationnelle, comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Bon, il me demande comment est-ce que le personnel à NASLA est pris en charge. Bon, vous savez, j'ai particulièrement eu la possibilité d'être là dans l'élaboration de ces différents textes. Vous voyez un peu. Ce que je vais vous dire, c'est que, et comme on va le voir au niveau de la décentralisation, c'est un processus qui est en train de suivre un certain cours, ouais, et qui s'adapte, n'est-ce pas, au fur et à mesure, qui n'a pas de règles assez fixes. On les recrute, ils sont là-bas dans les différentes communes, n'est-ce pas? Ce sont les hauts fonctionnaires. Ceux qui sont là, ce sont les hauts fonctionnaires. Comme, je dis bien comme ceux qui sont de l'ENAM. C'est le même statut. On se comprend un peu bien. Maintenant, du point de vue pratique, en attendant donc, parce que ne croyez pas que quand on parle de la fonction publique locale, ça va se mettre en place comme ça de manière rapide. Non. Regardez-vous comment est-ce que même l'État actuel est en train de procéder à des réformes tous les jours au niveau de la gestion de son personnel, du personnel de l'État, des fonctionnaires de l'État. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas au niveau de l'administration locale qu'on va courir. Ça suit son cours, on les recrute, on les met à la disposition, ils sont payés, n'est-ce pas? Par des mécanismes qui sont mis en place.
Au fur et à mesure, maintenant, on verra. Par exemple, comment est-ce qu'on pourra créer les cellules telles que CISIPES dans les communes. Vous connaissez quand même CISIPES, non? Et bon, actuellement, c'est CISIPES 2. On annonce un autre, c'est peut-être le 3 ou je ne sais pas qui. Bon, c'est un peu ça. CISIPES, c'est un système intégré de gestion du personnel de l'État. Donc, c'est un système informatique qui permet la prise en charge de manière automatique du personnel de l'État. Donc, également, ce système devrait être installé au niveau local. Donc, en principe, on devrait avoir une sorte de, pas de juxtaposition, en tant que une sorte de même transfert, n'est-ce pas, de personnel, un transfert de technologie. Vous comprenez bien? Donc, cette technologie devrait être transférée au niveau local et au fur et à mesure, eux-mêmes, ils pourront gérer donc la carrière de ceux-là au niveau local. Mais il faut que vous compreniez, et on pourra le voir au niveau de la décentralisation, les communes, en fait, les collectivités territoriales bénéficient, en plus des fonctionnaires qu'ils recrutent, n'est-ce pas, de manière directe, ils bénéficient également du déploiement des fonctionnaires de l'administration centrale. Vous comprenez bien? Donc, il y a des fonctionnaires de l'administration centrale qui sont également déployés, mis à disposition ou détachés auprès des collectivités territoriales décentralisées. On se comprend un peu. C'est ce type de jonglage qu'on essaie encore de faire en attendant la mise en place effective de cette, en fait, en attendant qu'elle prenne véritablement forme. Vous voyez un peu? Que l'administration locale prenne véritablement forme. Avec tout ce qu'on a au niveau de l'administration de l'État, vous voyez un peu? On le déploie maintenant au niveau local. Donc, voilà un peu le personnel. Vous devez comprendre également ça. Et vous avez vu le gars de la fonction publique ici? Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, à une certaine époque, j'ai soutenu un diplôme en droit de la fonction publique. Donc, c'est pour ça qu'en dehors de ma petite position, j'ai les connaissances parce qu'effectivement, j'ai fait des travaux concernant la fonction publique camerounaise. Donc, tout ce qui concerne les statuts des agents publics, parce qu'il y a le vocable agent public qui résume tout le personnel de l'État qui est déployé au niveau des services publics. Parce que quelqu'un va vous dire un agent public, il faut comprendre qu'en réalité, c'est le personnel qui est déployé au niveau pour l'accomplissement des services publics. Et à l'intérieur, donc, on voit donc ces différentes catégories d'agents. Les fonctionnaires, qui peuvent être les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires de l'administration locale, les agents de l'État, n'est-ce pas, qui sont en plusieurs catégories, les décisionnaires, les contractuels, les cadres contractuels, n'est-ce pas. Et on a les auxiliaires, et un peu plus bas, je veux dire le personnel temporaire, le personnel saisonnier ou périodique. Vous voyez un peu? Tous ces personnes participent effectivement à l'accomplissement des missions de service public. Est-ce qu'il y a une question pour qu'on engage? Oui. Monsieur, j'aimerais savoir comment se passe la gestion des fonctionnaires qui ont eu à voyager et qui contribuent à recevoir les salaires. Il veut savoir comment ça se passe. Comment se passe la gestion des fonctionnaires qui ont voyagé et qui continuent de percevoir leur salaire. C'est ça, non? Bon, vous-même, vous avez répondu à sa question. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de mesures Pour? compter. Bon, l'actuel ministre des Finances, n'est-ce pas, a beaucoup travaillé dans ce sens. Et il travaille encore, mais parce que je connais, j'ai été victime de ça. Bon, d'une certaine manière, parce que c'était en 2018. Le phénomène, c'est quoi? Quand il a engagé cette forme de comptage physique du personnel de l'État, bon, il s'est passé donc que c'est un système également, ils se sont servis aussi des systèmes des aéroports du Cameroun. Ça consiste à quoi? C'est que, à cette période-là précisément, dès qu'on avait lancé le comptage du personnel, le comptage physique du personnel de l'État, n'est-ce pas?
on voyait maintenant ceux qui sont sortis du pays ou ceux qui sont revenus du pays. Donc, le système au niveau des aéroports renseignait le CIPES là-bas, des sorties et des entrées. De telle sorte que tout fonctionnaire qui avait fait un mouvement de sortie ou d'entrée à cette période précise, son salaire était suspendu. Et le mien avait été suspendu. Parce qu'effectivement, j'étais allé en Chine pour une mission de formation. Quand je suis revenu, on était à la fin du mois, je reviens le 24, le 25 juillet, quelque chose comme ça. Allez, mon salaire est suspendu. Non, c'est un module. Ils ont mis en place un module. Maintenant, qui permet à ceux qui étaient en mission de venir présenter leurs ordres de mission. C'était ça. Donc maintenant, nous revenions et c'était rapide. Dès que vous présentiez la preuve, n'est-ce pas, de votre ordre de mission, ainsi de suite, on vous rétablissait le même jour ou le lendemain. Donc ça ne mettait pas long. Quelques heures, ça ne souffrait de rien. Non, vous venez effectivement présenter. Il faut justifier. Il y avait un certain nombre de documents, n'est-ce pas, qui étaient demandés. Donc, il y a des opérations qui sont faites pour essayer de mettre la main sur ce type de fonctionnaires. Et en ce moment même, vous avez suivi, on a publié l'année dernière, non? Des listes. C'est des opérations qui sont régulièrement menées. Parce que vous savez, la particularité pour nous, les Camerounais, on aime dénoncer les autres. Mais on ne se dénonce pas soi-même. Vous voyez un peu? Et c'est ça le véritable problème pour nous tous. Mais quand vous allez voir les gens qui dénoncent, eux-mêmes dans des situations particulièrement compliquées, très délicates, et vous vous rendez compte en réalité que tout le monde est dans la chaîne du faux. En réalité, vous êtes considéré comme citoyen loyal parce qu'on n'a pas encore découvert. On se comprend bien. Et dès qu'on découvre ce que vous faites, vous êtes blanc, vous êtes noirci et vous êtes mis à côté. C'est un peu ça le problème. Tous ces gens, la majorité, ils font ces choses. Oui, madame. Monsieur, le débat dimanche à prenez le micro. Quand vous donnez aux dames les micros, allumez-les. Longue d'une dame va caler à l'intérieur du truc là. Non, c'est pas bien. Allez-y, madame. Dimanche, le débat est justement de ça. On a sorti une liste de souffrance des professeurs. Oui. Il y a eu le nom de Corona et une autre dame, elle était sur le plateau, voilà, et là, on se posait la question de savoir comment deux professeurs qui sont tout le temps dans les médias, les débats, on les voit parce qu'ils sont aussi professeurs. Oui. Comment se fait-il que leur... Le micro ne parle pas. Rapprochez un peu plus. Comment se fait-il que leur nom soit apparu sur Quand ils sont là, on les voit. Ils sont dedans dans les médias. Sur la liste de quoi? Il y a une liste qui a été... Ah oui, la liste des fonctionnaires qui doivent... Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le fait, c'est pas parce qu'on vous voit dans les médias, n'est-ce pas, que vous êtes titulaire au poste, que vous êtes présent au poste, je veux dire. On se comprend? C'est ça le truc. Bon, maintenant, si votre nom sort, c'est un acte qui est posé et vous avez l'obligation de justifier. C'est tout. Et je vous dis, quand vous justifiez, ça ne prend pas les jours. Vous êtes rétabli, c'est la machine. C'est un clic, c'est fini. Donc, ne soyez pas frustré ou offusqué de ce que votre nom sorte sur une liste des fonctionnaires fictifs. Non. Si votre nom sort injustement et que vous savez que vous êtes présent à votre poste de travail, vous apportez des justificatifs. C'est simple. On se comprend un peu? C'est simple. Donc, maintenant, ceux qui ont donné ou alors élaboré les listes, ils ont des critères. Peut-être que dans ces critères-là, ceux que vous voyez dans les médias ne les remplissent pas. On se comprend un peu bien. Il faut bien que vous compreniez bien ça. Ce n'est pas une chasse à l'homme. Il y a des critères. Pour qu'on publie votre nom sur cette liste, il y a des critères. Le ministre signe une note et donne à l'équipe qui en a la charge de l'exécution
un cahier de charges. Et c'est sur la base de ce cahier de charges qu'on peut dire quel est fictif ou pas. Vous voyez un peu? Ça ne devait pas gêner le citoyen parce qu'il va voir que tel grand professeur qui parle tous les jours dans les médias est dans sur cette liste. Ça ne doit pas vous gêner. Qui vous dit que le grand professeur est un exemple? Et même, n'est-ce pas? Quand vous voyez la qualité des hauts fonctionnaires qui sont écroués dans nos prisons, notamment la prison centrale de Konangui, vous comprenez très bien qu'on peut être professeur, ainsi de suite, mais être quelqu'un d'indélicat. Un agent indélicat, vous comprenez un peu bien. Un agent peu recommandable. N'ayons pas peur de dire cela. Oui, monsieur. Monsieur, oui. Je voulais savoir si les contractuels de l'État bénéficient aussi de la pension de même si c'est les fonctionnaires. Oui. Je vous ai dit qu'ils sont gérés sur la même manière. Mais à la différence, c'est au niveau du traitement. Vous voyez un peu? Le traitement est déséquilibré. Très déséquilibré même. Monsieur, oui. Monsieur, qu'en est-il des fonctionnaires qui sont... Monsieur, qu'en est-il des fonctionnaires qui sont sous la couverture de leur responsable hiérarchique, mais qui, lors de leur départ, qui partent, mais leur chef hiérarchique est au courant de leur départ, mais il ne signale pas à sa hiérarchie l'absence de quel fonctionnaire. Oui, vous savez, hein, est-ce que le Barça est avec nous là? Je vois les gens du Barça, ils croient qu'ils ne sont pas concernés, vous êtes concernés aussi. Et même les sénateurs de l'autre côté. Qu'est-ce que je veux dire? Si un supérieur hiérarchique a couvert son collaborateur, il engage sa responsabilité. C'est établi, ça ne souffre de rien. Il y en a. Moi, je vais vous dire, bon, je suis quand même dans un circuit de gestion des fonctionnaires. Malheureusement, je suis sans pitié. Hein. S'il est établi que vous avez... Oui, si le coup de la loi, vraiment, sans miséricorde. Pardon? Maintenant, je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient là présents, n'est-ce pas? Pour que ce pays-ci marche un peu, on a besoin d'un bon dosage de dictature. Vous comprenez un peu? Si on tolère certains comportements, parce que c'est le frère, la soeur, l'oncle, la tante, la petite, le petit, ainsi de suite, on ne s'en sortira pas. Non, vous savez, ben, je vais vous dire, je vais vous poser une question, n'est-ce pas? On parle de services publics, d'administration publique, n'est-ce pas? Bon, maintenant, les hauts fonctionnaires qui sont là-bas, à Konangui, vous connaissez la qualité de ces personnalités-là? Il y a des anciens premiers ministres, des anciens secrétaires généraux de la présidence. Je vous ai parlé du reste, des autres ministres. Est-ce que ça a découragé ceux qui sont là? Pas du tout. Bon, mais le point c'est quoi? C'est qu'ils disent que non, c'était leur malchance. Ou alors, ainsi de suite. Vous voyez? Et ça ne décourage personne. Parce qu'en réalité, si cela décourageait les gens, comprenez bien. Je vous dis que depuis qu'on a commencé à les arrêter dans le pays, ce serait bien. Qui vous a dit qu'on ne le fait pas? Mais le problème également là, c'est quoi? On se comprend? Et vous devez également savoir que les comptes de ces gens, parfois ils mettent les comptes au nom de... Oui, ça devient parfois très compliqué. Vous comprenez bien? Donc, si cette opération-là, véritablement, devait donner, pouvait être, il veut dire quoi? Efficace. Non, pas efficace. Si ça pouvait servir d'exemple, n'est-ce pas, à ceux qui sont restés dehors, comme vous et moi là, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'y aurait pas de voleurs là dehors. Mais malheureusement, plus les gens descendent là, plus les voleurs naissent. Et l'idée c'est quoi? Et l'idée c'est quoi? C'est que moi j'échange avec les jeunes comme vous, n'est-ce pas?
et moins jeune encore que vous. Le problème, c'est quand vous voyez comment est-ce que les gens... ou alors, vous suivez le discours de certains étudiants, n'est-ce pas? Quand ils entrent dans ces différentes écoles-là, et quand ils vont ressortir, ils vous disent que non. Comme ils ont payé l'argent pour entrer, il faut qu'ils rentrent. Voilà. Et c'est un langage qui est parfois partagé un peu. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais vous avez suivi dans les médias, n'est-ce pas? Lors d'un concours de l'ENAM, il y a un célèbre homme d'affaires camerounais qui revendiquait 90 millions. Vous avez suivi, non? Bon, vous ne voyez pas que ça fait foire d'eau quand même, qu'on parle de 90 millions? Hein? Non, c'était 3 enfants. Donc, à raison de 30 millions. Vous voyez, c'est énorme. Bon, maintenant, je vous pose une question. C'est un milliardaire qui est connu. Il fait des affaires au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Notamment en Afrique du Sud, vous n'avez pas entendu, il avait un procès avec... Voilà. Bon. J'ai vu donc que... Quand vous entendez donc que... je vous ai dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je n'affirme pas. Je suis suivi comme vous dans les médias. Bon, maintenant, en suivant cela, ça devrait vous faire fort d'eau. Parce que pour que quelqu'un entre dans une école, et si quelqu'un doit entrer dans une école et déployer 30 millions, il y a une question de mœurs qui doit revenir sur la table. Parce que là, ça devient une question de mœurs. Ce n'est pas seulement une question de corruption. Ou un peu. C'est la moralité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette activité? Si c'est avéré, vous comprenez ce que je veux dire? Vous sollicitez 30 millions pour faire entrer quelqu'un dans une école. Oui. On a une question, s'il vous plaît. Vous avez une question? Oui, allez-y au bassin. Oui, j'aimerais savoir, hein, oui. Le fonctionnaire n'est-il pas mis au code du travail, puisque vous dites que, enfin, les textes stipulent qui sont régis par le statut général de la fonction publique. Oui. Est-ce que le statut général de la fonction publique ne fait pas du fonctionnaire un contractuel? Il n'est pas soumis à la relation du contrat de travail? Non. J'ai expliqué et je le redis, n'est-ce pas? Quand vous suivez les dispositions, je pense que c'est l'article 3 du décret qui porte le statut général de la fonction publique. C'est un choix, quelque chose comme ça. Vous verrez que le statut, ce statut régit les fonctionnaires, excepté les agents de l'État et autres. Vous comprenez très bien? Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que, au niveau du code du travail, n'est-ce pas? Le code du travail régit tous ceux qui sont recrutés sur la base d'un contrat, excepté les fonctionnaires. En dehors du code du travail, il y a un décret, notamment le décret numéro 78, n'est-ce pas? Qui fixe les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du code du travail. C'est lui qui, de manière pratique, gère les agents de l'État. Vous comprenez bien? Mais le code du travail est englobant. C'est-à-dire qu'en plus de gérer les agents de l'État, il gère aussi les contractuels des administrations, des sociétés parapubliques et autres. Donc, ces personnels qu'on recrute là de manière directe là, dans les sociétés, vous comprenez bien, est géré aussi par ce code du travail. Mais le statut général de la fonction publique, c'est le texte mère de la fonction publique. Et c'est de ce texte-là que découlent les autres statuts spéciaux et les statuts particuliers. Permettez que je pose une autre question. Oui. Est-ce que lorsqu'on est fonctionnaire, oui, on ne peut donc pas être assujetti à des notions telles que le licenciement? Mais je vous ai dit que le licenciement du fonctionnaire obéit, n'est-ce pas, à des règles spécifiques différentes de celles de l'agent de l'État du contractuel. Il y a des règles spécifiques. Par exemple, au niveau du contractuel, quand on parle d'un contrat, on vous parle du respect du préavis, n'est-ce pas? Ainsi de suite, pour que le contrat soit rompu. Mais au niveau du fonctionnaire, c'est beaucoup de choses.
soit c'est l'insuffisance professionnelle, n'est-ce pas, qu'il faut constater. Ça prend beaucoup de choses. Parce que c'est quelqu'un qui est lié par un statut. C'est quelqu'un, un agent permanent. Et son licenciement doit intervenir dans des cas exceptionnels. On se comprend bien. Il n'est régi que par, le statut général de la fonction publique, et 2, par les statuts spéciaux et les statuts particuliers. Et il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres textes connexes. Cela maintenant permet la gestion des différentes activités des fonctionnaires, notamment le texte qui régit les déplacements des fonctionnaires, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous devez vous déplacer? Combien on doit donner par journée à un fonctionnaire qui se déplace? Comment est-ce qu'on doit prendre en charge ses bagages? Ainsi de suite. Il y a une panoplie d'autres textes. Mais les textes, ce sont d'abord, en premier, le statut général de la fonction publique et en deuxième, statuts spéciaux et statuts particuliers. C'est tout. Le fonctionnaire n'est pas lié au code du travail. C'est une loi. Hein? C'est une loi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aussi on peut stipuler sur le fait que lorsqu'on est déjà fonctionnaire, on n'a plus besoin d'être constamment au bureau parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas besoin de résultats, l'obligation des résultats? Non. Non. Vous savez, je vous ai dit, la pratique ne repose sur aucune règle. Je vous l'ai dit. Le fait que vous partiez dans le bureau d'un fonctionnaire et vous constatiez son absence, n'est-ce pas? Un jour, 2 ou 3. C'est une pratique. Mais cela n'est pas encadré. Mais le licenciement sera, parce que pour nous autres qui sommes les experts dans ce domaine, pour qu'on licencie un fonctionnaire absent de son poste de travail, il faut comprendre bien comment ça se passe. Il faut qu'il soit absent pendant 30 jours consécutifs à son poste de travail. Monsieur, est-ce que ça ne pose pas un problème particulier pour nous alors? Parce que pour qui? Pour notre société, à partir du moment où on va mettre des critères tels qu'il faut consécutivement passer, s'il vous plaît. Non, suivez s'il vous plaît. À partir du moment où le statut voulait qu'il faudrait qu'on constate une absence consécutive de 30 jours. Après qu'on dise peut-être que tu es démissionnaire, d'ailleurs même là aussi, le licenciement ne suit pas directement. Non, il faut que vous sachiez une chose. La révocation, c'est la sanction suprême. N'est-ce pas? Et entre-temps, il y a les sanctions intermédiaires. Vous comprenez bien? Il y a les abaissements de grade, les abaissements d'échelon, les avertissements, des blâmes avec réception sur le tableau, avec réception sur le dossier disciplinaire. Il y a toutes ces choses-là qui sont des sanctions qu'on inflige aux fonctionnaires. Ne voyez pas directement qu'un fonctionnaire doit être automatiquement révoqué. Non. La révocation, c'est la sanction suprême. Dans les corps spéciaux, c'est une sanction de 3e catégorie. Vous comprenez bien? Bon, maintenant, il y a là un avertissement, c'est une sanction. Un blâme, c'est une sanction. Un abaissement d'échelon, c'est une sanction. Vous voyez un peu? Ainsi de suite. On se comprend? Donc, ne cherchez pas seulement à ce qu'on licencie les fonctionnaires. Vous comprenez c'est quoi? Le problème, c'est qu'on vous confronter ça avec la notion d'obligation des résultats. Non, vous savez, en matière d'administration publique, n'est-ce pas? Notamment au niveau de la fonction publique, ce n'est pas une notion qui est beaucoup ancrée dans l'esprit des agents publics. Vous comprenez bien? Elle n'est pas beaucoup ancrée dans leur esprit. Mais le fait qu'en réalité, pour qu'une administration soit efficace, on doit lui assigner une obligation de résultat. Ça va de l'efficacité. Certaines administrations règlent cela d'une manière ou d'une autre. Je vais par exemple prendre une administration que d'aucuns connaissent ici, la Caisse nationale de prévoyance sociale. La Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est une administration. C'est un établissement public, n'est-ce pas? C'est une administration qui a une manière de gérer son personnel. Et il y a une obligation de résultat. Et je vais vous dire, sauf si entre-temps ça a changé. Quand vous entrez dans les bureaux de la Caisse, enfin les bureaux des diverses agences, n'est-ce pas, de la Caisse nationale de prévoyance sociale,
On vous dit encore que vous êtes au Cameroun, vous direz non. Vous comprenez bien? L'accueil, la manière dont les choses sont faites, ainsi de suite, c'est différent de tout ce que vous voyez ailleurs. Ailleurs, on a même, c'est même pas pudeur qu'on ne vous crache pas dessus en vous chassant. J'étais quelque part, j'ai vu affiché sur un bureau, sur un tableau, Oui. qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues pendant une certaine période. Et on leur a donné un délai, et puis on a dit qu'en fait, si les personnes ne venaient pas présenter des justificatifs, seront considérées comme démissionnaires. Est-ce que là, vraiment, c'est déjà licenciement total, ou bien il y aura peut-être une autre... Non, il faut que vous... Moi, comme je suis également dans le circuit de gestion des fonctionnaires, vous comprenez? Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que il y a des étapes que la réglementation prévoit avant d'arriver au niveau de la révocation. On commence par exemple par une demande d'explication. Ça, c'est la base. L'agent répond et on va au fur et à mesure. Si la réponse ou alors les justificatifs ne sont pas suffisants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On peut vous traduire soit au conseil de discipline ou je ne sais pas quoi. Ou alors, votre supérieur hiérarchie peut vous sanctionner selon le degré de la faute. Vous comprenez bien? Et maintenant, si la faute nécessite qu'on vous traduise devant le conseil de discipline, on le fait. Mais de manière générale, en ce qui concerne la fonction publique, je vous dis de manière claire, c'est que pour qu'on licencie un fonctionnaire de la fonction publique, il faut qu'il ait été absent de son poste pendant 30 jours. Il est consécutif. Il faut que j'explique peut-être ce que ça veut dire 30 jours consécutifs. Bon. Section 2. Oui. Oui, moi j'ai une question. Oui. Bon, peut-être parce que je suis arrivé un peu en retard. Les agents contractuels ne maîtrisent pas un peu. Vous êtes arrivé en retard? Oui, monsieur. Mais je ne dois pas être puni pour ça, s'il vous plaît. Bon, vous comprenez bien. Elle dit qu'elle ne doit pas être punie pour ça. Mais elle annonce quand même sa faute de retard. Bon, c'est que on se serait attendu, n'est-ce pas? On se serait attendu qu'elle s'excuse d'abord et qu'elle nous demande, elle sollicite notre clémence. Bon, comme c'est une femme, on va lui apporter cela. Bon, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Les agents contractuels d'administration, ils font partie du grand ensemble des agents de l'État relevant du Code du travail. Ils sont, madame? Ils sont régis de manière principale par la loi portant Code du travail et de manière particulière par le décret de 78 qui fixe les dispositions applicables aux agents de l'État relevant du Code du travail. Et nous avons dit que les agents contractuels, n'est-ce pas, sont donc recrutés soit à la 7e catégorie, soit à la 8e catégorie. 7e catégorie, c'est avec le probatoire. 8e catégorie, c'est avec le baccalauréat. Bac plus 2, c'est agent de maîtrise, c'est 9e catégorie. 10e catégorie, on n'est plus agent contractuel, mais on est cadre contractuel. On est recruté avec une licence en montant, licence, master, doctorat. Et c'est on se fait comprendre. Madame, vous avez compris? Donc, c'est ça. Et ils sont recrutés, n'est-ce pas, sur la base d'une étude de dossier. On ne fait pas forcément un concours pour les agents contractuels. Ils sont recrutés sur la base d'une étude de dossier. Et je vous ai dit qu'il y a une petite pratique qui s'est installée, qui fait à ce qu'on observe les instituteurs contractuels.
mais en réalité, ça ne devait pas être le cas. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce que un ministre est un fonctionnaire? Un ministre peut d'abord être fonctionnaire. Oui. Oui. Il peut être fonctionnaire. Mais le poste de ministre est une fonction politique. On se comprend un peu bien. Quand on dit fonction politique, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça n'obéit pas aux règles de gestion des fonds des fonctionnaires. C'est ce que ça veut dire. Et de manière pratique, ça renvoie à quelle idée? Son salaire n'est pas fixé, n'est-ce pas, au niveau de la grille salariale des fonctionnaires. Il ne va pas à la retraite comme les fonctionnaires, ainsi de suite. Vous comprenez bien? Voilà. Donc, il peut être là même à 80 ans. On voulait justement établir l'alliance avec le poste de ministre parce que lui, il peut être nommé à 13h et demain à 17h. Effectivement, parce qu'il n'obéit pas à tout ça. Et parce que sa nomination, n'est-ce pas, relève d'un pouvoir discrétionnaire. On peut le nommer à 13h, on le revoit à 13h30, sans que cela n'émeuve personne. On se comprend? C'est un poste politique. Bon, maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Peut-être il faut je note un peu quelque chose au niveau de l'organisation de l'administration centrale. N'est-ce pas? Les postes qui relèvent en réalité de l'organisation, de la structuration de l'administration s'arrêtent au niveau du secrétaire général d'administration. Vous comprenez pas très bien? Cela veut dire que quoi? Jusqu'à secrétaire général d'administration, vous êtes géré comme tout autre fonctionnaire. Vous appartenez encore et vous partez à la retraite, n'est-ce pas, conformément à ce qui est prévu dans votre statut. On se comprend un peu? Donc, vous êtes nommé secrétaire général. Si vous avez par exemple 60 ans, vous êtes administrateur civil, n'est-ce pas? À 60 ans, vous êtes prié de faire comment? De partir. Même quand on est à la pratique. Bon. Administration et droit administratif. Écrivons. Mais je n'ai pas les auxiliaires d'administration ici. Il veut dire que ce sont ces gens-là qui aident l'administration dans l'exécution de certaines missions. Et je vous ai cité le cas, par exemple, des chefs traditionnels. Il a dit non. Ah. Est-ce que vous devez écrire tout? Vous n'êtes pas au cours élémentaire 1 ou 2. Ou alors à la grande session. Bon, de toute façon, écrivons d'abord. L'administration et le droit administratif forment un couple indissociable. Section 2. Permettez-nous d'écrire un peu, hein. L'administration et le droit administratif forment un couple indissociable. 2 points. L'administration et le droit administratif forment un couple indissociable. 2 points. L'un constitue l'action et l'autre la règle. Point. L'un constitue l'action et l'autre la règle. L'un constitue l'action et l'autre la règle. Au Cameroun, par exemple, le fonctionnement de l'administration repose sur le principe de la légalité. Le fonctionnement de l'administration repose sur le principe de la légalité. Repose sur le principe de la légalité
signifiant que l'administration ne peut agir qu'en vertu de la loi. Signifiant que l'administration ne peut agir qu'en vertu de la loi. Signifiant que l'administration ne peut agir qu'en vertu de la loi. Et quand on parle de loi ici, n'est-ce pas? On peut dire du droit pour ceux qui sont juristes. Quand on parle de la loi, c'est loi de manière générale. Et quand on parle de loi de manière générale, à l'intérieur, il y a la Constitution, n'est-ce pas? Et les lois ordinaires et organiques. Vous comprenez un peu bien? Est-ce qu'on se comprend? Donc, le droit administratif a des sources qu'il convient d'identifier. Paragraphe 1, entre parenthèses. Le droit administratif a des sources qu'il convient d'identifier. Le droit administratif a des sources qu'il convient d'identifier. A des sources qu'il convient d'identifier, entre parenthèses, paragraphe 1. Et une importance avérée pour l'administration, paragraphe 2, entre parenthèses. Et une importance avérée pour l'administration. Et une importance avérée pour l'administration. Paragraphe 2, entre parenthèses. À la ligne, paragraphe 1. Permettez-moi d'abord, avant de poursuivre, je ne veux pas m'étendre beaucoup sur cette partie, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, vous êtes supposé la voir dans un autre cours. Vous ne l'avez pas vu? Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu le droit administratif, non? Et même si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir après. Donc, je ne vais pas m'étendre ici. Vous voyez un peu? Parce que vous êtes supposé la voir ailleurs. Vous avez vu en droit administratif la notion de droit administratif et les sources de droit administratif, non? À tout le monde? Ah, d'accord. Bon, permettez donc d'écrire quelque chose là-dedans. Paragraphe 1. Notion et sources du droit administratif. À la ligne. Le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles juridiques. Le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles juridiques. Le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles juridiques. Le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles juridiques dérogatoires au droit commun. L'ensemble des règles juridiques dérogatoires au droit commun. On avait parlé du droit commun ici. Hier ou avant-hier, nous avons parlé du droit commun. Dérogatoire au droit commun. Quand on dit dérogatoire, ça veut dire que quoi? Qui déroge, non? Qui échappe au champ de compétence du droit commun. Dérogatoire au droit commun. Qui régissent l'organisation et le fonctionnement. Dans l'ensemble des règles. Qui régissent l'organisation et le fonctionnement.
qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ainsi que ses rapports avec les particuliers. Ainsi que ses rapports avec les particuliers. Contrairement au droit civil, qui régit les rapports entre les particuliers, contrairement au droit civil, qui régit les rapports entre les particuliers, contrairement au droit civil, qui régit les rapports entre les particuliers, le droit administratif accorde à l'État des prérogatives de puissance publique. Le droit administratif accorde à l'État des prérogatives de puissance publique, des prérogatives de puissance publique. Qu'est-ce qu'une prérogative? Des prérogatives de puissance publique pour se faire prévaloir sur l'intérêt privé. Pour se faire prévaloir, donc ces prérogatives de puissance publique pour se faire prévaloir sur l'intérêt privé. À la ligne. Le droit administratif est ici défini a une origine prétorienne, avec deux N, a une origine prétorienne, c'est-à-dire issue de la jurisprudence a une origine prétorienne, c'est-à-dire issue de la jurisprudence et des sources écrites. Deux points. Et des sources écrites. Écrites. Des sources, non? Donc le droit administratif a une origine prétorienne, c'est-à-dire que quoi? Le droit administratif n'est pas né sur la base d'un texte.
On vous l'a expliqué ici. Beaucoup de professeurs vous l'a expliqué. Oui. Et vous connaissez le fameux arrêt Branco. Ça, il vous l'a bien expliqué clairement. Pardon? Ah, c'est lui, hein? D'accord. Donc, c'est là à partir de l'arrêt Branco que le gouvernement administratif naît. Donc, il naît à partir d'une décision du juge. C'est ça qu'on appelle une origine prétorienne, une origine jurisprudentielle. Parce que vous savez que le juge, n'est-ce pas? Donnez-nous un peu de l'espace. Le juge a non seulement le devoir de dire le droit, mais aussi, il a aussi le devoir de faire quoi? De créer le droit. Et c'est pour ça que le droit administratif, n'est-ce pas, est une création exclusive de qui? Du juge. On se comprend un peu? Voilà. Donc le juge, là où le droit a laissé un vide, parce qu'il peut avoir le vide, d'aucuns qualifient de vide législatif ou juridique, n'est-ce pas? Le juge, sur la base de sa conscience et de ses notions, doit dire le droit. Il doit créer un droit qui soit conforme à tout ce qui est établi, à tout ce qui est consacré, je veux dire. Pardon? Et oui, et dès que le juge, dans une matière donnée, n'est-ce pas, a créé le droit, ça devient effectivement une jurisprudence qui devra servir et orienter les autres décisions. Est-ce qu'on se comprend d'abord par ça? Vos juges font quoi? Vos juges aiment fuir. Donc, ils n'écrivent pas le droit au Cameroun. Donc, on a dit les sources écrites, 2 points à la ligne. La première, indubitable, la Constitution. La première, la Constitution, qui est la loi fondamentale. La première, la Constitution, virgule, qui est la loi fondamentale. Tiret, deuxième tiret, la loi, notamment, celle portant quoi? Vous avez fait le droit administratif, non? La loi, notamment laquelle? Ah, vous voulez savoir celle portant, hein? Il y a une question, docteur. Non, allons d'abord au niveau de la loi. La loi, notamment celle portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. Ouais. La loi du 29 décembre 2006, vous pouvez mettre, n'est-ce pas? Notamment la loi numéro 2006/022, notamment la loi numéro 2026/022 du 29 décembre 2006. Non, j'ai dit, n'est-ce pas? La loi. Non, je veux que vous avanciez. Comme vous n'avez pas avancé, maintenant je spécifie donc la loi. Vous dites donc, notamment la loi numéro. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que j'ai voulu que vous me la donniez, vous ne l'avez pas donné. Donc, je donne donc la loi de manière spécifique, n'est-ce pas? Donc, la loi numéro 2006/022 du 29 décembre 2006. Je ne voulais même pas donner. Je voulais seulement qu'on libère et on continue. Hein?
Bon, la loi numéro 2006/022, on est ensemble? Du 29 décembre 2006. Du 29 décembre 2006. Fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Vous la connaissez, non? La loi numéro 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant organisation et fonctionnement. Fixant l'organisation et le fonctionnement. Fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Tiret. À la ligne tiret, troisième tiret. Le règlement. Vous avez tout vu, cela, pour ceux qui ont vu le droit administratif. Oui, pour ceux qui ici, pas ailleurs, il dit pour ceux qui ici ont vu le droit administratif. Je devais venir sur cette partie, j'explique juste et on passe. Hein? C'est pour ça que, bon, comme je remarque qu'il y a deux filières, je suis obligé de m'attarder pour que ceux qui n'ont pas fait le droit administratif puissent avoir des notions de ce que nous sommes en train de dire. Donc, on a parlé des sources écrites du droit. Quand on parle de le règlement ici, ça renvoie à quoi? Le règlement, ça dit, ça renvoie à quoi? Entre parenthèses, les décrets, les arrêtés et les décisions. C'est ça le règlement. Les décrets, les arrêtés. Le décret et les arrêtés. Donc, quand on parle de règlement ou alors la réglementation, n'est-ce pas? C'est la même chose. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui avait une question tout à l'heure. La personne peut la poser. Merci, docteur. Oui. Je voulais revenir sur le rôle du juge. Oui. Vous avez dit que le juge dit non seulement le droit, mais aussi le fait. Donc, sur ce, je voulais savoir si, en Afrique francophone notamment, si parmi les deux grands systèmes que nous avons, à savoir le système romano-germanique et le système de common law, si les pays africains ont réellement un système qui s'applique. Mais, est-ce que vous ne savez pas qu'au Cameroun, quand on parle des pays africains, ça dépend, n'est-ce pas, de comment est-ce que, ou de qui vous a colonisé. Tout ça va au niveau de la base coloniale. Le Cameroun, contrairement à beaucoup de pays, a hérité de deux systèmes, n'est-ce pas? De common law et germano-romain. C'est un étranger, en fait. C'est un international. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Vous comprenez bien? J'ai dit, ça dépend de quelle puissance coloniale, n'est-ce pas, a colonisé le pays. Pour ceux qui ont été colonisés par la France, ils héritent exclusivement d'un système, le système germano-romain. Vous comprenez un peu? Ça s'applique pour tout le monde. Le droit administratif, c'est presque le même qu'on enseigne partout. Au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est le même. On vous dira toujours les mêmes sources du droit. Peut-être que ce ne sera pas le décret spécifique de 2006. Eux, ils ont le décret, la loi tant. Vous comprenez bien? Mais c'est la même organisation, c'est les mêmes sources. On vous dira toujours que le droit administratif a une source pré-chlorienne, c'est-à-dire jurisprudentielle, et qu'elle a également des sources écrites, la Constitution, la loi et le règlement. Ça, c'est le droit administratif qui est enseigné partout. Et je suis en train de dire, pour ceux des pays qui ont été colonisés par la France, n'est-ce pas? On les connaît, ils sont environ 14, non? Et ces pays donc, ont hérité donc, du système français, germano-romain. Maintenant, pour les autres, ils ont un système purement de common law. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, si vous partez au Nigeria, vous verrez quoi là-bas? C'est ce que je dis. Donc, c'est que ce soit en Camerounais, le coup s'y est adapté à tout le monde. Mais maintenant, comme nous sommes au Cameroun, je vais vous donner les lois du Cameroun. Vous voyez un peu? Je vais vous donner les règlements du Cameroun. Bon, maintenant, quelqu'un d'autre peut avoir les règlements de son pays. Notamment, il y a également des lois dans les autres pays qui fixent l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
En France, ils ont leur loi là-bas. Mais on a le même squelette du droit administratif, ça ne souffre de rien. C'est pour ça que nous partageons les mêmes documents. C'est pour ça qu'on peut citer Léon Duguy, on peut citer Maurice Orio, on peut citer tous ces gens, Jean Vénet, tous ces gens-là. Ils ne sont pas des Camerounais. Hein. On cite très peu. On cite très peu les Camerounais même. N'est-ce pas? Moi, j'ai quand même un livre. Là, la décentralisation au Cameroun, c'est le professeur de regretter mémoire Joseph Oona. Ouais. Mais on cite très peu les Camerounais. C'est un livre également que je vous conseille aussi de lire pour comprendre aussi, même comme il n'est pas actuel, compte tenu de la date d'édition, il n'est pas actuel. Il ne prend pas en compte une certaine évolution du droit au Cameroun. Vous voyez un peu? Parce que quand on parle d'évolution ici, quand il parle par exemple, ça c'est un livre qui est paru en 2011. Mais vous avez quand même en 2019, n'est-ce pas? Il y a un décret qui fixe le cadre général de la décentralisation au Cameroun. Vous voyez un peu? Et ça c'est 2011. Ouais, il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paragraphe 2. Importance du droit administratif pour l'administration. Paragraphe 2. Importance du droit administratif pour l'administration. Dans ce paragraphe-là, on va plus expliquer qu'écrire. Oui. Importance du droit administratif pour l'administration, sur le paragraphe 2 de la section 2. Est-ce que le Sénat est avec nous là-bas en haut? Le Sénat est avec nous? Comment ça? Il faut combien vous délivrer? Bon, il faut que vous reveniez avec nous pour qu'on avance ensemble. Bon, qu'est-ce que le Sénat n'a pas compris? Je suis à vous avant de faire le paragraphe 2. Pardon? L'absence de réponse. Oui, le Sénat. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour qu'on est ensemble? Bon, vous savez que les sénateurs sont constitués au Cameroun. Les sénateurs sont des personnes qui pèsent un peu, qui ont une certaine lourdeur dans leur... On voit un peu. Bon, je ne veux pas dire que c'est des personnes dépassées. Bon, on va continuer. Ah oui? Oui? C'est un constat. En fait, pourquoi vous arrêtez simplement sur les sources écrites alors que nous avons aussi les sources administratives? Mais il y a la coutume, n'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit, j'ai parlé de deux sources ici, principales. J'ai parlé de deux sources principales. Ah, ça alors. Et quand vous ne prêtez pas attention, maintenant vous allez faire comment demain quand on va vous interroger là-dessus? J'ai parlé de deux sources principales. La source prétorienne, c'est-à-dire la source jurisprudentielle. Et je ne veux pas de l'arrêt Blanco. Pour ceux qui n'ont pas fait droit administratif, vous cliquez juste sur le net. Arrêt Blanco. Je dois me l'avoir quelque part ici. Et ça va vous donner tous les détails de... Ça vous donne tous les détails de ce qui s'est passé. Et vous l'avez pris, vous l'avez eu aussi en droit administratif. Bon, de toute façon, j'ai cet arrêt ici, n'est-ce pas? Et vous avez, pour ceux qui n'ont pas fait le droit administratif, vous pouvez aller sur le net. Je vous ai dit qu'on ne crée pas la roue. La roue existe déjà, vous comprenez un peu bien.
vous la prenez juste, vous la mettez dans votre véhicule et vous avancez. On se comprend? Donc, ce qu'on dit ici, allez cliquer dans le 9, vous allez encore voir toutes ces choses. On se comprend un peu? C'est comme ça. C'est nous qui avons eu des difficultés quand nous fréquentions. On n'a pas le net. Mais vous avez le net. Bon, maintenant, nous, on sait seulement là de guide. Mais tout ce que nous disons en réalité dans le net, les documents sont là. Il y en a qui sont gratuits dans le net. Il y a les articles libres, les articles payants dans le net que vous pouvez avoir. Pour chaque cours. Bon, à l'époque, nous, on n'avait pas cette possibilité-là. Vous l'avez, c'est une bonne chose pour vous. À la ligne. Parce que l'administration peut commettre des erreurs. À la ligne. Parce que l'administration peut commettre des erreurs. Parce que l'administration peut commettre des erreurs. Le droit administratif prévoit des voies de recours pour les citoyens. Parce que l'administration peut commettre des erreurs, le droit administratif prévoit des voies de recours pour les citoyens. Point. En principe, bon, ça c'est, je vais expliquer. Il y a 3 voies de recours que nous allons identifier ici. Je dois vous dire sincèrement, c'est des endroits au niveau des parties au niveau du droit administratif qui sont amplement développés. On se comprend bien? Elles sont amplement développées. Mais ici, je vais juste vous donner l'essentiel. Maintenant, si vous avez des préoccupations, autres que les explications que nous allons donner, n'est-ce pas? On peut effectivement poursuivre un peu dans des détails. Bon, première voie de recours. Donc, tiret. Bon, je préfère que vous mettiez 2 points là-bas en haut. Tiret en bas. Le recours gracieux préalable. Le recours gracieux préalable. Je vais d'abord dire, on va écrire un peu et je vais expliquer. Le recours gracieux préalable. Il consiste, 2 points, il consiste à demander à l'auteur d'un acte de le modifier. Il consiste à demander à l'auteur d'un acte de le modifier ou de l'annuler tout simplement. Il consiste à demander à l'auteur d'un acte de le modifier ou de l'annuler tout simplement. À la ligne, tiret. Le recours hiérarchique. Deux points. Le recours hiérarchique, 2 points. Il vise à s'adresser au supérieur hiérarchique de l'auteur d'un acte. Il vise à s'adresser au supérieur hiérarchique de l'auteur d'un acte. Il vise à s'adresser au supérieur hiérarchique de l'auteur d'un acte. Dans le but de le modifier ou de l'annuler. Dans le but de le modifier ou de l'annuler.
Le recours pour excès de pouvoir, à la ligne tirée, le recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir. Deux points. Il consiste à saisir le juge. Il consiste à saisir le juge ici, là, je n'ai pas mis juge administratif ou juge judiciaire. Voilà. Il consiste à saisir le juge pour faire annuler un acte administratif ou le réformer. Il consiste à saisir le juge pour faire annuler un acte administratif unilatéral ou le réformer. Un acte administratif unilatéral ou le réformer. Là, nous avons la fin de notre premier chapitre. Bon, maintenant, je vais expliquer. C'est les choses que d'aucuns ont déjà vues ailleurs, ont vues ici, et on va les voir ensemble, n'est-ce pas? Le recours gracieux préalable est très important pour engager un contentieux administratif. En principe, comme le préalable ici, c'est tout recours qu'on introduit, n'est-ce pas, avant de saisir le juge administratif ou judiciaire. Vous comprenez bien? C'est pour ça qu'on l'intitule recours gracieux préalable. Parce que c'est une phase non contentieuse. Donc, vous saisissez l'administration qui appuie l'acte, notamment l'auteur de l'acte. Par exemple, si c'est un ministre qui appuie un acte unilatéral, vous sanctionnant par exemple, n'est-ce pas? Le recours gracieux préalable veut dire quoi? Vous formulez, vous écrivez effectivement le recours gracieux préalable au fin de, on se comprend bien, au fin de reformer ou d'annuler l'acte numéro tant portant tant. On se comprend bien? Et là maintenant vous demandez au ministre soit de le reformer ou de l'annuler. Maintenant, qu'est-ce qu'un acte administratif unilatéral? Vous l'avez vu en droit administratif, c'est un acte qui a pour but de faire comment? Qui produit des droits et des obligations. Tout simplement. Donc, un responsable d'administration peut reprendre. Il peut dicter un acte, n'est-ce pas? Vous, à votre rencontre, ou alors vous concernant, et cet acte-là porte grief. Vous comprenez bien? Ou alors, cet acte vous fait entorse d'une certaine manière. Porte atteinte à certains de vos droits protégés, entre guillemets, n'est-ce pas? Votre droit, en retour, c'est de saisir l'auteur de cet acte pour solliciter soit qu'il soit reformé ou modifié, ou tout simplement à annuler. L'administration, ou alors l'auteur de l'acte, ou l'administration que vous avez saisi, a 3 mois pour apporter une réponse à l'acte ou alors au recours gracieux préalable. On se comprend un peu bien? Maintenant, le silence de l'administration au bout de 3 mois vaut réponse implicite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'administration ne peut pas répondre. Il dit ah, n'est-ce pas? Au bout de 3 mois, vous avez donc la possibilité donc de saisir le juge. Il peut être le juge judiciaire ou administratif. Selon les domaines. Parce qu'il y a des domaines en droit administratif qui ressortissent exclusivement du juge judiciaire. Vous comprenez bien? Il dit bien qu'ils ressortissent du juge judiciaire. Quand il dit ressortir ici, ça veut dire quoi? Qui relève de la compétence de. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand vous avez donc saisi l'administration et au bout de 3 mois, elle n'a pas répondu, elle a gardé silence,
n'est-ce pas? C'est cela vaut pour vous une réponse. Vous prenez donc votre accusé de réception, vous joignez à votre recours, vous déposez auprès du juge. Et ça ouvre maintenant la phase contentieuse. Maintenant, il y a donc deux activités, n'est-ce pas, qui caractérisent la phase précontentieuse. Il y a le recours hiérarchique et le recours gracieux préalable. Ce sont deux recours qui sont au niveau de la phase précontentieuse. On se comprend bien? C'est-à-dire que là-bas, vous n'êtes pas encore entré dans le litige. Vous n'êtes pas encore entré dans le problème. Là, vous sollicitez encore un arrangement, n'est-ce pas? Peut-être à l'amiable ou je ne sais comment, avec l'administration. Est-ce qu'on se comprend un peu très bien? Maintenant, donc, si l'arrangement que l'administration vous a proposé ne vous arrange pas, par exemple, alors, vous dites, vous saisissez maintenant qui? Le juge pour solliciter maintenant ce que vous avez demandé à l'administration. Et là, maintenant, vous pouvez également solliciter en dehors de ça des dommages et ainsi de suite. Vous comprenez un peu très bien? Donc, ça peut être, vous pouvez avoir subi peut-être un préjudice moral, un préjudice financier, un préjudice physique, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et vous demandez réparation. Vous voyez? Oui, madame. Dans ce cas, quand le juge a déjà statué peut-être en ma faveur, oui. Est-ce qu'il peut revenir sur cette décision? Je vais prendre un exemple pour qu'on soit un peu clair. Oui. Mais le micro est mieux pour que le Sénat vous écoute et le bassin. Voilà, donnez le micro. S'il vous plaît, allons-y rapidement, il nous reste très peu de minutes là. D'accord, monsieur. Oui. Je disais par exemple, si vous habitez un terrain et ce terrain est auprès de la propriété de l'État, on va signifie à côté d'un marécage, vous êtes le premier habitant, vous valorisez l'endroit et vous y habitez avec votre famille. Oui. Et puis, un individu sort de nulle part et dit en fait que ce terrain lui appartient. Parce qu'il est certainement le neveu du maire ou bien d'une autorité de la place. Et le maire utilise son autorité ou bien son influence pour influencer la personne qui a le terrain, soi-disant parce que la personne n'a pas d'appui. Et après maintes reprises d'intimidation, cela n'a pas marché. L'affaire est portée devant le tribunal. Le tribunal maintenant donne gain de cause à la famille et demande à celui qui a causé préjudice de payer en fait et de dommages et intérêts jusqu'à bon, c'était vraiment géré et puis qu'après le maire et son protégé lui réapparaissent avec un faux décret, un décret qui est plus comment je dis qui est nouveau par rapport à celui que la famille possède et on réengage la procédure et la famille, malgré les fonds limités, se retrouve encore à recommencer le même processus. Est-ce que c'est normal? Décret comment? Est-ce que la famille s'est basée sur une décision du juge ou sur un décret? Justement, le juge a statué, a dit en fait que le monsieur était en infraction, que le terrain appartient au premier occupant. Oui. Justement, et s'il faille essayer de juger par rapport au décret, le décret de monsieur est récent par rapport à celui de la famille en question. Et puis, le monsieur a été sommé de payer. Mais sauf que là, la famille a un peu dormi les yeux, s'est dit, bon, on n'a pas besoin de pousser là-dedans, on avait juste besoin d'avoir gain de cause. Mais après quelques années, le monsieur est revenu avec un décret qui a été donné par le maire de la commune. Et le procès comment je veux dire, a été rouvert. Justement, monsieur. Bon, il faut que vous compreniez bien quelque chose. Vous savez, le monde dit mbougnassique, ou un peu. Mais maintenant, c'est vous qui êtes ici, qui devez éclairer la famille par rapport à un certain nombre de choses, comme celle-là, par exemple. Vous devez comprendre que quand vous avez eu une décision de justice, vous devez aussi avoir, n'est-ce pas, la décision définitive, qu'on appelle la grosse. Justement, il y a la grosse. Bon, maintenant, quand vous avez la grosse,
et que c'est le même litige, le même endroit, n'est-ce pas? En principe, vous devez demander effectivement que la décision soit respectée. On se comprend très bien. Parce que le juge, aucun juge n'a le droit de statuer sur une même affaire qui concerne les mêmes personnes. C'est la loi. C'est la loi. Bon, maintenant, si vous êtes ignorant de ça, ils vont vous traîner comme ils veulent. Et ça va. Monsieur, mais les juges sont impliqués puisque l'affaire est portée devant les juges. Et Mais- le juge demande une redescente sur le terrain. La famille, pour la première fois, avait payé cette descente sur le terrain, mais il demande encore à la famille de repayer la descente sur le terrain, de statuer, parce qu'ils ne peuvent pas statuer par pitié. C'est ce qu'en fait ils disent. Non, le problème, c'est lequel? Ça dépend de qui est en train de plaider en faveur de cette famille. Quand vous avez un avocat, l'avocat va effectivement invoquer ces différentes dispositions, n'est-ce pas? Aucun juge n'a le droit de statuer sur une affaire, sur un litige qui a connu une décision définitive et qui concerne les mêmes acteurs. Vous comprenez un peu très bien? Non. C'est interdit par la loi. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. C'est interdit par la loi. En principe, vous devez soulever cette exception-là. Vous comprenez un peu? Donc, avant même, au lieu d'entrer dans le fond, vous devez comprendre. Parce que bon, nous sommes experts dans ce domaine du contentieux administratif. Parce que vous savez que quand on statue sur la forme, la forme tient le fond. On vous dira qu'il ne sera plus besoin de revenir sur le fond, dans la mesure où la forme pose déjà un problème. Donc, vous soulevez une exception de forme. Et dès que vous avez soulevé l'exception de forme, en principe, le juge ne devait plus revenir sur le fond. Le fond, c'est le litige qui vous a opposé. On se comprend très bien. Et la forme, c'est quoi? C'est que c'est un litige, n'est-ce pas, qui a été déjà connu par un juge qui a rendu une décision et qui est devenue définitive et qui oppose toujours les mêmes acteurs. C'est ça votre exception. Est-ce qu'on se comprend un peu très bien? Oui? Oui, docteur, moi je voudrais savoir, est-ce que tous les mois de recours étaient déjà exécutés? Est-ce que cette décision était vraiment définitive? Non, on vous dit qu'ils avaient la grosse. Vous pouvez avoir la grosse en première instance. Vous savez ça, non? Vous pouvez avoir la grosse en grande instance. Vous pouvez avoir la grosse en appel. Vous savez ça, non? Et le problème, c'est que on n'a pas seulement la grosse à la Cour suprême, non? Vous pouvez avoir la grosse en instance. Oui. En fait, moi, ce que j'aimerais relever, c'est qu'il y a certainement des choses que la famille a négligées, qui ont porté grief, ou alors il y a eu des nouvelles, comment je peux dire ça? Le nouveau décret qu'ils ont fait intervenir. Au-delà du décret, peut-être qu'il y a des faits nouveaux. Non, le problème, c'est quoi? N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire intervenir, vous ne pouvez pas faire prévaloir un nouveau décret sur une ancienne décision de justice, bien sûr. Mais par contre, s'il n'existe pas de décision de justice, vous savez, la notion de l'application de la loi nouvelle la plus douce en droit pénal. Vous connaissez cela? Il y a quand même les privatistes ici, non? Hein? Donc, il y a la loi nouvelle la plus douce. Et quand vous invoquez dans la loi nouvelle la plus douce, s'il n'y a pas eu une décision avant, il va venir revenir au juge de voir comment il peut gérer. Mais vous pouvez invoquer une loi nouvelle. Mais s'il y a eu une décision de justice qui a été rendue sur la base d'une ancienne disposition réglementaire, vous comprenez bien, vous devez vous en tenir à cette décision. Ça, c'est le droit. Et ça n'est pas une personne. Oui. Le Sénat a une question? Une question ici au passé. Oui, bah ça, oui, allez-y. Oui. Nous voulons savoir ce que deviennent les habitants d'un quartier qui ont subi une expropriation. Et il est en litige avec
un monsieur qui se dit propriétaire de tout un bloc d'environ 100 maisons. Et puis, ils ont mis l'affaire devant le juge administratif parce que le propriétaire avait mis un acte selon le plan de l'indemnité. Et Oui. le juge administratif a tranché en disant que il suçoit l'action du préfet. Mais malgré la décision du juge administratif, les jours qui suivent, ils ont subi la décision du préfet. Qu'est-ce que une zone comme ça peut faire après avoir subi cet abus-là? Bon, alors qu'il y a une décision qui interdit au préfet de continuer son action. non, il faut qu'on se comprenne très bien. Vous voulez qu'on entre beaucoup plus dans le cadre du contentieux de l'urgence, n'est-ce pas? Le contentieux de l'urgence, il y a le sursis à exécution de référé, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il peut arriver donc que vous, avec les risques que la décision du préfet, n'est-ce pas, pourrait peut-être que causer, si on l'appliquait, les dommages, je veux dire, que cette décision pouvait causer si on l'appliquait, vous saisissez dans le juge de l'urgence. Mais le juge de l'urgence ne statue que pour surseoir. Mais il n'entre pas dans le fond. Vous comprenez bien? Il dit indépendamment de ce que le fond pourra dire. Je peux d'abord dire au préfet de faire comment? Surseoir à l'exécution de sa décision. Bon, maintenant, le fond peut suivre son cours. Et maintenant, sur le fond, vous avez tort. Vous faites comment? Mais c'est au cas où il ne laisse même pas que le fond suive son cours. Non, c'est que c'est un abus. C'est que c'est un abus, c'est une pratique. Et vous savez, moi j'ai un point avec les autorités administratives. J'ai un sérieux point avec ces gens. Bon, mais nous sommes dans une société où rien n'est parfait, comme partout ailleurs d'ailleurs. Avant de continuer, notons d'abord chapitre 2, l'organisation de l'État. Oui? Oui, notez d'abord au chapitre 2, l'organisation de l'État. L'organisation administrative de l'État. Je veux dire, l'organisation administrative de l'État. Notez d'abord et on va revenir sur votre question. Bon, introduisons rapidement, ça on va revenir sur vos questions. L'action de l'État se structure principalement autour de l'administration centrale, section 1, l'administration centrale, section 1, virgule, qui garantit l'unité de l'action publique sur le territoire, section 2. Qui garantit l'unité de l'action publique sur le territoire, question 2, section 2. Elle s'articule subsidiairement, elle s'articule, c'est l'organisation, non?
Elle s'articule subsidiairement. Pardon? Bon. Deuxièmement, par exemple, ou ensuite, n'est-ce pas? Elle s'articule ensuite, n'est-ce pas? Elle s'articule ensuite. Ah, la dame dit là-bas de l'autre côté. Elle s'articule ensuite. Parce qu'en principe, si je vous dis ensuite ici, il faut que vous disiez enfin après. Bon. Elle s'articule ensuite autour de l'administration décentralisée. Elle s'articule ensuite autour de l'administration décentralisée. Section 3, entre parenthèses. Elle s'articule également autour de l'administration décentralisée, section 3, entre parenthèses. Question, la dame qui avait au Sénat. Question. Oui. Si vous permettez, docteur, j'aimerais revenir un peu sur la notion des institutions publiques. Oui. Lorsque vous avez énuméré les institutions publiques, oui, vous avez cité les institutions politiques. Et au premier rang desquelles vous avez mis le Parlement comme étant une institution politique. Exclusivement politique. Oui. Et je veux savoir comment est-ce que le Parlement peut être une institution exclusivement politique, alors qu'au sein du Parlement, on retrouve tout un secrétariat général qui s'occupe de la gestion des carrières des administrations, des administrateurs, en fait, je veux dire, du personnel du Parlement. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question également, je veux également savoir comment est-ce que les tribunaux, comment est-ce qu'on peut les percevoir sur le terrain. En fait, au niveau de la représentation, les tribunaux de première, grande instance, et quoi d'après. Bon, revenons d'abord sur la première question, n'est-ce pas? Bon, le Parlement est bicaméral au Cameroun, n'est-ce pas? Chaque chambre a un secrétariat général, n'est-ce pas? L'Assemblée nationale là-bas, le Sénat de l'autre côté. Bon, maintenant, il dit, mais s'ils ont déjà une administration, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont purement politiques? Non, le problème, quand on parle de l'administration parlementaire ici, objet de la branche de certains ici, comprenez bien que le Parlement, en tant qu'institution, a deux principales missions. Et c'est sur les missions du Parlement que vous devez vous fonder pour soutenir donc que c'est une institution politique. On se comprend bien? Et de deux, et sur les buts que le Parlement, comment il veut dire ça? En fait, je veux dire, il y a deux fonctions du Parlement. Il y a l'action de voter les lois et l'action du contrôle de l'action gouvernementale. Ces deux actions ne cadrent pas, n'est-ce pas, avec les actions de l'administration au sens propre du terme. Le Parlement, quand le Parlement vient opérer un contrôle, c'est en réalité pour se rassurer de l'application des lois qui sont votées. Vous l'avez vu en droit parlementaire. Vous avez vu ça, non? Vous l'avez vu. Vous avez vu. Hein? Ah, elle n'était pas là. Et le vote des lois, c'est une action politique. Vous voyez un peu? Et leur contrôle également est assimilé à une action politique. Ce n'est pas un contrôle juridictionnel, c'est un contrôle politique. Et vous n'entendez pas que quand ils ont conclu, ils ont sanctionné qui que ce soit. Est-ce qu'on se comprend un peu là-bas? Mais maintenant, il faut gérer juste les hommes de cette institution politique. C'est pour ça qu'on installe dans un secrétariat général. Vous comprenez un peu bien? Mais à la tête, le but, les missions visées par le Parlement, l'objectif du Parlement, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. C'est pour ça que le Parlement est une institution politique. Mais par contre, le président de la République il est en même temps institution administrative
et institutions politiques. Il est administration, il est administratif. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de l'administration. De deux, il est institution politique ici. Pourquoi? Parce que le président de la République lui-même, il est au départ de l'élaboration des projets de loi, ainsi de suite. Vous comprenez très bien. De la nomination même des personnalités politiques. On a parlé du ministre ici, du premier ministre, ainsi de suite. Donc le président de la République exerce ces deux fonctions. Il est le chef suprême de l'armée, par exemple, n'est-ce pas? C'est ça, non? De la magistrature, ainsi de suite. C'est lui qui, c'est le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas? Qui est chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Et c'est également lui qui aussi nomme aux emplois civils, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir ça dans cette partie qu'on est en train d'entamer là. Parce qu'on se comprend un peu très bien. Donc le Parlement, dans ses fonctions, dans ses visées, dans son objectif, est une institution politique. Vous comprenez bien? L'administration en son sein permet la gestion des hommes. Vous voyez un peu? Permet la gestion des hommes, permet la gestion des moyens. Vous voyez un peu? Parce que le Parlement a un budget. On se comprend un peu bien, non? Le Parlement a un budget. Le Parlement a un patrimoine. Vous savez ça, non? Le Parlement, vous avez vu ça en droit parlementaire. Vous avez vu tout ça. Et le Parlement aussi peut saisir le président de la République pour des besoins spécifiques. Vous connaissez les besoins spécifiques du Parlement, non? Vous devez avoir vu ça en droit parlementaire. N'attendez pas que nous extrapolions. On peut faire rester dans le cadre de notre programme. Il est déjà 16h30. Maintenant, je vais prendre les questions parce que nous, on a fini avec le cours d'aujourd'hui. Je vais prendre des questions. Oui. Oui. La deuxième question. Oui.